Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. 8e jeu de la francophonie, victoire pour la Côte d'Ivoire. Le pays a décroché 2 médailles d'or en lutte africaine. Ces épreuves ont démarré jeudi dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite officielle en Sierra Leone, une visite de 48 heures au cours de laquelle il va échanger avec son homologue sierra-léonais sur des questions d'ordre économique et politique. À l'étranger, au Sénégal, la campagne électorale marquée par la violence a pris fin hier vendredi sur fond de tension. Le scrutin législatif est prévu demain dimanche. Bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire a obtenu 2 médailles d'or dans la lutte africaine au programme des 8e Jeux de la francophonie. Voici le commentaire à chaud de ses exploits. Ça y est, encore. Deuxième, ça y est, encore. Tire, encore. Encore. Ouais, ça y est. Ah oui, la Côte d'Ivoire. Hein. Et là, c'est à 3 appuis. Ça y est, la Côte d'Ivoire remporte sa première médaille d'or. C'est magnifique. Je suis aux anges. Vraiment, je m'exprime, je suis très heureux. La première médaille d'or de la Côte d'Ivoire. Merci, amis. Merci pour le travail qui a été accompli par Christian Danga, par le biais de la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. C'était vraiment ce travail a vraiment payé. Passons à autre chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite officielle de 48 heures en Sierra Leone. Avec son homologue sierra-léonais, il évoquera des questions d'ordre économique et politique. Notre envoyé spécial Jérôme Kofi Aboulin situe les enjeux de cette visite. Le président Alassane Ouattara a attendu ce dimanche 30 juillet 2017 à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures du président ivoirien en Sierra Leone. C'est sans nul doute une occasion pour les deux pays d'évoquer le renforcement de leurs relations déjà existantes. Comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone fait partie de l'Union du fleuve Mano, créée en 1973, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis 1975, date de sa création. Au regard de l'appartenance de leurs pays respectifs à ces deux zones d'intégration, il est certain que des sujets politico-économiques soient les points essentiels d'échange prévus entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sierra-léonais Ernest Bailly Koroma. Ici, en terre ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc. Il s'est aussi entretenu avec Abdel Aziz Mohamed en provenance de l'Égypte. Le renforcement des cadres de coopération avec la Côte d'Ivoire était au cœur des discussions. Alexis Ouedraogo. Dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine, une délégation du royaume chérifien séjourne à Abidjan depuis jeudi. Conduite par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale marocaine, Mounia Bousseta, la délégation a pour mission de préparer le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. Vendredi, la délégation a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons eu le plaisir de tenir des séances de travail avec les représentants ivoiriens et marocains pour identifier l'avancement, s'assurer de l'avancement de l'ensemble des projets et de pouvoir également s'assurer de leur bonne exécution. Et à ce titre, on a fait même des visites sur le terrain qui ont porté sur 8 sites en total. Et ces projets-là, ce sont des projets qui s'inscrivent dans le cadre de stratégies de développement portées par l'État ivoirien et qui visent le développement socio-économique, qui touchent plusieurs domaines, que ce soit le domaine de l'aménagement urbain, de l'assainissement, que ce soit le domaine du logement, tout ce qui est point de débarquement pour la pêche, les projets de centres de formation, ainsi que des secteurs industriels. À leur suite, le chef du gouvernement a accordé une audience au lieutenant Abdelaziz Mohamed d'Égypte. Il s'est agi de coopération militaire. Cette visite entre dans le cadre des relations privilégiées et fraternelles qu'entretiennent les deux pays, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, depuis les années 60. J'ai présenté au ministre durant ma visite tous les produits dans le domaine de l'industrialisation militaire et civile. Et on a échangé sur les domaines de coopération qu'on peut renforcer. Je souhaite que les relations se renforcent encore plus. L'Égypte entend renforcer sa coopération sud-sud et contribuer au développement du continent. Après sa rencontre avec le chef du gouvernement,
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc s'est rendu sur le site de construction du débarcadère de Locodro. Ce projet est le fruit d'un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume chérifien. Son coût global, près de 3 milliards de francs CFA. Davis Oyo, Serge Koleya. La secrétaire d'État marocaine accueillie dans une ambiance festive à Locodro dans la commune d'Atekoubé. Mounia Bousseta est venue se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du futur débarcadère. Elle a visité successivement le bâtiment qui doit abriter les fours modernes, celui de stockage de poissons ainsi que la fabrique de glace. On reconnaît qu'il y a beaucoup de gens motivés pour ce projet, qu'il y a un accompagnement des autorités et l'ensemble des parties concernées, que les travaux avancent bien avec la supervision de l'entreprise concernée et que selon les délais qui ont été annoncés par l'entreprise, nous allons respecter les objectifs qui ont été tracés à ce projet. Le coordonnateur du projet de construction et de gestion du débarcadère de Locodro rassure. Les délais de livraison seront tenus. Nous sommes aujourd'hui à 80% des travaux sur le terrain. Les bâtiments sont déjà construits. Nous sommes vraiment en phase de finition. Donc c'est pour dire qu'il y a 20% qui restent qu'on doit mettre en place pour que le projet soit livré fin septembre. Le débarcadère de Locodro est composé de 6 bâtiments techniques, un appartement flottant et des passerelles. Il aura une capacité de 5000 tonnes de poissons frais par an. C'est une prise de contact après sa prise de fonction. Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a rencontré les structures sous sa tutelle. Il a échangé successivement avec les agents de la Direction générale de l'administration du territoire, les maires et le corps préfectoral. Avec ses interlocuteurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a partagé sa vision du ministère qui lui a été confié le 19 juillet dernier, date de sa nomination. Gabriel Zani. Dans la salle de conférence de la Direction générale de l'administration du territoire, Sidiki Diakité, le tout nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exprime sa satisfaction de travailler avec l'équipe de la DGAT. Sidiki Diakité invite ses collaborateurs à ne pas rompre la dynamique de travail insufflée par son prédécesseur. C'est le même message que le ministre a livré à l'Association des régions et districts et à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, car la sécurité contribue au rayonnement des villes et communes. De ces réunions avec les structures sous tutelle, le ministre de l'Intérieur retient un point essentiel. Le capital humain est la clé de la réussite de toute mission. Il a réaffirmé sa vision au corps préfectoral. Je voudrais vous assurer de mon entière confiance, de mon entière disponibilité pour que, ensemble, nous puissions nous engager à relever tous les nombreux défis qui nous attendent. J'en ai la conviction, la posture idoine, le travail avec un peu de patience qui vont attirer l'attention du président de la République qui, au demeurant, ne nous a jamais fait défaut et qui aidera très certainement à la satisfaction de nos différentes préoccupations. C'est le 19 juillet dernier que Sidiki Diakité, préfet de la région de Lagune, préfet du département d'Abidjan, a été nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Parlons santé tous les 2 ans, la plus importante conférence sur le VIH-Sida et sur les sujets associés à cette pathologie réunit une communauté de plus de 6000 professionnels du monde entier. Ils débattent des progrès les plus récents de la recherche sur le VIH-Sida. Cette année, du 23 au 26 juillet, la conférence a eu pour cadre le Palais des Congrès de Paris. La Côte d'Ivoire y était représentée par le ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi. Delphine Bla. Paris, à nouveau la capitale de la lutte contre le VIH. Il s'agit de la 9e conférence internationale sur le VIH-Sida, IAS 2017. Cette rencontre scientifique de haut niveau se déroule tous les 2 ans. Elle a pour objectif de confronter les données les plus récentes sur le VIH, les nouveaux outils de prévention, la prise en charge des patients et les nouveaux défis. La Côte d'Ivoire était à cette conférence qui avait pour thème « Impact du VIH-Sida sur la santé globale ». C'est la tribune choisie
ici par la ministre de la Santé pour parler une fois encore de la 19e conférence sur le sida et les IST en Afrique. Nous avons expliqué qu'il n'y avait vraiment pas de problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La preuve, il se tient actuellement les Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous avons parlé des différentes activités qui vont se tenir également à Abidjan, le Sahara en novembre, également la grande réunion Europe-Afrique qui va se tenir également à Abidjan et pour lequel nous attendons plusieurs chefs d'État. Donc la Côte d'Ivoire est engagée dans des grandes rencontres internationales. Raymond Goudou Kofi rassure, la Côte d'Ivoire est de plus en plus fréquentable. Elle est en marche vers l'émergence. Elle a même présenté le Flower Ikaza aux participants. Message appuyé par la SAA, Société africaine anti-sida, qui insiste sur ce qui a milité en faveur de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de Ikaza. L'un des critères les plus importants d'Ikaza, c'est d'abord, comme on dit, la volonté politique du gouvernement de vouloir abriter la conférence et aussi de vouloir éradiquer le VIH en Afrique. Et le réceptacle d'hébergement du pays, parce que Ikaza, il ne faut pas oublier, c'est entre 7 000 et 15 000 délégués. L'épidémie du VIH est la montagne à laquelle les chercheurs font face depuis déjà plus de 35 ans. Il y a des avancées en matière de traitement, bien sûr, mais également dans le domaine de la prévention. Mais la course n'est pas terminée et la ligne droite est toujours la plus difficile. En économie, Rencontre Africa, c'est ainsi que se dénomment les rencontres d'affaires entre l'Afrique et la France. La deuxième édition de ce rendez-vous se tiendra ici à Abidjan les 2 et 3 octobre et les 5 et 6 octobre prochains simultanément à Nairobi et à Tunis. Des centaines de dirigeants d'entreprises sont attendus à ces rencontres qui visent à nouer de solides partenariats entre la France et l'Afrique, notamment dans le domaine des affaires, nous dit Justine Seydjiki. Un rendez-vous d'affaires, de partenariat économique après Paris en 2016, Rencontre Africa se déporte à Abidjan en 2017 du 2 au 3 octobre. 700 à 800 dirigeants africains, 300 chefs d'entreprise français sont attendus. Ce sera des rencontres professionnelles, 15 conférences et colloques autour de 6 thématiques sectorielles, entre autres la transformation agroalimentaire, l'enjeu des classes moyennes et de la distribution et le financement de la croissance. Un événement économique pour capter les investissements privés, moteur de la croissance économique. Le programme national de développement 2016-2020 atteint à peu près 62% du montant total des investissements qui doivent venir du secteur privé. Et qui dit investissement du secteur privé, il faut créer ces investissements. Et donc, Africa 2017 va contribuer à créer des investissements pour donc, la croissance. Alors, nous attendons un taux d'investissement au niveau donc, du secteur privé qui doit tourner autour de 15%, justement pour soutenir cette croissance. Le patronat ivoirien, acteur et cible de ces rencontres, compte y participer massivement. Ce sera l'occasion pour les entreprises ivoiriennes d'établir des contacts directs sous la forme de B2B avec des entreprises françaises de divers secteurs d'activité et d'explorer toutes les voies de partenariat en affaires entre ces sociétés. Cette plateforme d'échange entre dirigeants d'entreprises vise à sceller un nouveau partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Les rencontres Africa 2017 se tiendront du 2 au 6 octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puis simultanément à Nairobi, au Kenya, et à Tunis, en Tunisie. Ces rencontres sont désormais organisées en alternance entre la France et l'Afrique. Dans le secteur agricole, la transformation des matières premières a occupé une place de choix aux journées de l'administration agricole délocalisée édition 2017. 2 unités de référence pour servir d'exemple ont été visitées. Noël Nyagnou. Aller à la transformation des matières premières, un enjeu majeur du gouvernement. Pour apporter une réponse pragmatique, 2 exemples ont meublé les journées de l'administration agricole délocalisée à Boisseau. Sangafoua Koulibaly et ses collaborateurs se sont donné le temps et les moyens pour visiter 2 entités, écouter les initiateurs, échanger avec eux, juger sur pièce leur savoir et leur savoir-faire, pour mieux apprécier leur contribution à l'industrialisation des filières afin que cela fasse tache d'huile. 2 approches originales pour une finalité, participer avec leur génie
à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Quelles sont les spécificités de SCC? L'actionnariat, on l'a dit, est en grande partie porté par des planteurs de la région. SCC n'a pas de plantation industrielle, c'est vraiment sa spécificité. Et achète toute sa matière avec les planteurs de la région. La quantité produite d'huile en Côte d'Ivoire ne suffit pas pour les usines de deuxième transformation. Pour certaines périodes creuses, on est obligé d'importer de l'huile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un gage de qualité. Quand vous produisez votre propre huile, vous produisez la qualité qu'il faut pour faciliter le reste de la création de valeur. Donc la deuxième transformation. Troisième élément, quand vous faites la production vous-même, si vous maîtrisez bien votre processus de production, vous réduisez les coûts considérablement parce qu'il n'y a pas la marge de celui qui ferait la première transformation pour votre compte. Fait significatif à souligner, la donne environnementale est prise en compte et mise en œuvre. Dans un premier temps, vous verrez un premier bassin, c'est le bassin de refroidissement. Sa fonction, c'est refroidir les fluents. Parce que le fluent, il va sortir ici à 60 degrés. Et pour que des bactéries, pour la deuxième phase, il faut refroidir d'abord le fluent. Quand on refroidit le fluent, on va dans le deuxième bassin. Et dans le deuxième bassin, nous faisons une culture de bactéries qui vont consommer la partie grasse. Ils vont décomposer la matière grasse. Quand ils ont fini de faire la décomposition, on va dans un troisième bassin maintenant où on les laisse sans matière grasse. Donc c'est biologique, ils finissent par mourir. Et après ça, on prend naturellement, on prend l'eau, on fait l'irrigation des plantations. Sur le tableau de la création d'emplois, le résultat donne 312 emplois, dont 78% de femmes à Sud Como et Caoutchouc et 34 Africa Palm Industries avec une moyenne d'âge de plus 36 ans. La Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO initie des travaux préparatoires des experts ivoiriens et clubs UNESCO de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui vient en prélude à la 3e conférence de l'UNESCO prévue en octobre prochain à Paris. Elle va permettre aux participants d'être mieux outillés en vue de faire des propositions à la 39e conférence de l'UNESCO qui verra l'élection du nouveau secrétaire général de cette organisation. Fidèle Aigné, Abou Sanougou. La Côte d'Ivoire siège depuis 2016 au Conseil exécutif de l'UNESCO. Pour préserver cet acquis et faire des propositions pertinentes à la 39e conférence de l'organisation, les experts ivoiriens renforcent leurs capacités. D'où l'organisation d'une formation pour leur permettre d'avoir les outils nécessaires pour une participation honorable. Initiative de la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO. L'enjeu, c'est que nous devons nous faire entendre sur la scène internationale. C'est une tribune internationale, il faut que la Côte d'Ivoire prenne toute sa place. À la conférence dernière, nous avons été félicités sur beaucoup de points. Donc nous devons continuer à être félicités par les organisations internationales. L'excellence de nos experts est mondialement connue. Il s'agit donc de renforcer cette image-là et de faire en sorte qu'au sortir donc, de la 39e conférence générale, on dise à nouveau que la Côte d'Ivoire a été un pays de référence dans le contenu de son discours, dans le contenu de ce qu'elle a produit. Les préparations qui se font donc, au niveau des pays, ce sont les propositions qui vont donc présenter donc, lors des travaux de la session générale, validées. Et c'est à partir des décisions sont prises que les représentations des pays appuient les commissions nationales ivoiriennes pour l'UNESCO présentes dans chacun des pays. À cette 39e conférence, la jeunesse ivoirienne entend y être pour jouer sa partition. Il y a des formations qui vont se dérouler à l'UNESCO, à Cocody, où j'invite toute la jeunesse ivoirienne à participer de manière à ce qu'ils puissent saisir ces opportunités-là. Aller aussi à l'Assemblée générale de l'UNESCO. La 39e conférence de l'UNESCO se tiendra en octobre 2017 à Paris en France et verra l'élection du nouveau secrétaire général de cette organisation. On s'intéresse à nouveau au 8e jeu de la francophonie. Le ministre chargé de l'organisation de ces jeux, Robert Begré-Mambé, a convié les organes de la presse nationale et internationale qui ont couvert l'événement à un déjeuner aujourd'hui au Palais de la Culture. Une façon pour lui d'exprimer sa gratitude à leur égard pour la bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie. Herman Niamier. Ils assurent depuis le début une bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent ici à Abidjan. Satisfaits du travail qu'ils abattent au quotidien pour informer le monde entier de ce qui se passe en terre ivoirienne,
Le ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, convie l'ensemble des organes de presse nationale et internationale à un déjeuner. Objectif, leur exprimer de vive voix sa gratitude. Je suis venu à ce pupitre pour une seule chose, reconnaître la qualité du travail des journalistes avant ce 8e jeu, pendant ce 8e jeu et la qualité du travail qui sera fait après ce 8e jeu. Parce que ce pays vous aime profondément et au-delà de ce repas que nous allons partager ensemble, nous voulons que vous et nous puissions partager une seule chose, la fraternité entre tous les hommes. 900 journalistes, dont 300 de la presse étrangère et 600 de la presse nationale, participent à ces 8e Jeux de la francophonie, contre 700 attendus selon le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie. Tout le monde le voit, la mobilisation a été au rendez-vous. La mobilisation à tous les niveaux, au niveau national, a été au rendez-vous. Mais je dois vous dire aussi, au niveau international, l'ensemble du dispositif qu'on a prévu a fonctionné. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, cet engouement de la presse a permis de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez été formidable parce que partout dans le monde, ces jeux sont regardés aujourd'hui et nous avons des appréciations qui sont très positives de partout. Ces jeux sont vus dans de bonnes conditions, la qualité des images est parfaite au niveau international et nous n'avons que des félicitations. Félicitations que je voudrais à présent vous retourner à vous journalistes qui avez fait ce travail-là. Leur mérite reconnu, les journalistes ne pouvaient que se réjouir de cette reconnaissance. Je pense que le ministre s'est rendu compte qu'il n'y a pas de grands événements sans médias. Aujourd'hui, on s'attendait à 700 journalistes. Il y a eu 900 journalistes accrédités. C'est déjà la preuve du succès de ces Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. Et ce midi, on nous reçoit à déjeuner par 3 ministres de la République. J'avoue que ça fait plaisir. Je voudrais surtout me souvenir qu'à quelques jours des 8e Jeux de la francophonie, le gouverneur, le ministre en charge des Jeux de la francophonie, a convié la presse à une sorte de mobilisation, la presse et les organisations de journalistes à une mobilisation autour de cet événement. Aujourd'hui, pratiquement au terme de cet événement, nous recevons en guise de reconnaissance pour témoigner, en tout cas pour reconnaître l'action que nous avons posée, pour reconnaître le travail qui a été abattu. C'est vraiment un plaisir pour nous et c'est tout à l'honneur donc de tous ceux qui ont participé à cette organisation. Les 8e Jeux de la francophonie s'achèvent ce dimanche 30 juillet et les journalistes entendent jouer pleinement leur partition afin de terminer cette fête en beauté. Les Jeux de la francophonie se poursuivent, les populations continuent de se rendre sur les différents sites. Dans la soirée, les espaces de détente sont pris d'assaut par les visiteurs et athlètes venus participer à l'événement. Herman Niamie. Les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, c'est aussi l'ambiance qui règne dans les espaces créés pour cet événement. Après les Jeux qui se déroulent pour la plupart la journée, visiteurs et athlètes se retrouvent entre amis ou en famille dans certains endroits d'Abidjan pour échanger et oublier le stress de la journée. C'est le cas du village de la francophonie créé à Saint-Jean dans la commune de Cocody par le conseil municipal. En 2013, à Nice, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Et nous avons pris l'engagement d'être plus qu'à Nice. Ce village accueille chaque soir des milliers de personnes qui viennent profiter de l'ambiance qui y règne. J'étais là hier, aujourd'hui également parce que l'ambiance était bonne. C'est super bon, j'adore, j'aime le public, j'aime le monde. Et c'est la convivialité, j'aime ça. Mais c'est la francophonie. L'ambiance est extraordinaire, donc je trouve que les gens sont très spontanés, très accueillants. J'invite l'ensemble de tous les Ivoiriens à venir nous rejoindre ici. Chaque soir, juste après le boulot, c'est super. Un groupe musical est programmé chaque soir pour égayer les nombreux festivaliers qui effectuent le déplacement. Pour cette soirée, c'est un groupe musical venu du Canada qui est à l'affiche. Vous êtes tellement
vraiment des gens chaleureux, c'était incroyable. On a passé un séjour jusqu'à date. Tout le monde en parle par chez nous parce qu'on rapporte les nouvelles par chez nous et on dit comment bien on nous traite, comment bien on est ici. C'est vraiment un esprit très festif. Dans cette ambiance, ce sont les commerçantes qui se frottent les mains. Les plats qu'elles proposent ne peinent pas à trouver des clients. Nous faisons des saucisses de porc, des brochettes d'escargot, du poisson, du poulet, de la soupe et tout. Ça se passe très bien, il y a l'affluence, donc voilà, pour nous c'est rentable quoi. Depuis lundi, on a démarré très timidement, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Pour cette soirée du 27 juillet, c'est le groupe Zouglou Révolution qui est à l'honneur. Et cette ambiance sera ainsi jusqu'au dimanche 30 juillet, date de clôture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Le maintien de la salubrité sur les sites qui abritent les Jeux de la francophonie est assuré par l'ANASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine. 150 bénévoles s'activent à garder ces lieux propres durant tout le déroulé de l'événement. Presque invisibles, ils sont là pour maintenir la salubrité dans les stades et espaces abritant les compétitions et activités dans le cadre de la francophonie. Selon l'ANASUR, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, 150 bénévoles sont dévolus à cette tâche pour maintenir propres les différents sites. Le rôle joué par les bénévoles sur les sites n'est pas seulement de collecter les déchets. Ils sensibilisent en même temps qu'ils collectent les déchets. Et donc, c'est ce travail que nous allons continuer. Parce que l'ANASUR aujourd'hui adopter une démarche participative, c'est-à-dire aller vers les populations. Il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience de sorte que nous puissions vraiment avoir une ville propre. Ces bénévoles devront intervenir sur 9 sites dans le district d'Abidjan. Près de 3000 tonnes de déchets devront être collectés durant toute la période des Jeux, qui prennent fin le 30 juillet prochain. Le commentaire est signé Herman Guivet. La capitale économique ivoirienne est en mode lumière pour les 8e Jeux de la francophonie. Plusieurs sites, y compris ceux des Jeux et infrastructures de la ville d'Abidjan, se sont illuminés pour accueillir l'événement phare du moment. Issaïo. La lumière aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Abidjan, la perle des lagunes illuminée à l'occasion de ce grand rassemblement sportif et culturel de la jeunesse francophone. De nouveaux habits qui donnent fière allure à la capitale économique. Nous avons apporté cette féerie-là, cette magie sur tous les sites qui accueillent donc les 8e Jeux de la francophonie. C'est des sites qui ont été donc illuminés pour montrer notre légendaire hospitalité, pour permettre à toutes ces personnes qui arrivent là de vivre cette féerie-là, qui sont donc aux couleurs de la francophonie. Le spectacle de lumière est plaisant à voir, de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, avec le traditionnel Aquaba au 3e pont Henri Konan Bédié, en passant par le village des Jeux, le palais des sports, la place de la République et la cité administrative au plateau. Le décor est planté pour séduire participants et population. J'ai apprécié vraiment la manière dont on a mis la lumière, ça tient avec les drapeaux, donc c'est bien. Donc on a aimé la Côte d'Ivoire vraiment. Les lumières sont magnifiques, sont très magnifiques. Et je suis très content pour venir ici parce que nous sommes des leaders traditionnels. Les rues sont illuminées, voilà, on apprécie, c'est bien, ça permet aux uns aux autres de venir assister aux Jeux sans que vraiment ils aient peur, quoi. La lumière que vous voyez ici, au fait, c'est une lumière qu'on a mis pour pouvoir mieux éclairer le village. Ça donne une beauté vraiment parfaite. Vous les voyez comment c'est bien joli. Et les athlètes adorent ça vraiment, ils admirent. Les lumières continueront d'illuminer le ciel abidjanais après les Jeux, quelques jours encore. Une manière pour les populations d'apprécier la beauté de la capitale économique la nuit. La Côte d'Ivoire disputera la finale de football des 8e Jeux de la francophonie. Les Éléphantaux, qui ont défait hier les Aiglons du Mali par 2-1, seront face au Maroc, qui a battu la République démocratique du Congo par 1-0 lors de la 2e demi-finale. La finale et le match pour la 3e place auront lieu demain dimanche. Ailleurs au Sénégal, c'est la fin de la campagne pour les élections législatives qui s'annoncent tendues. Les raisons sont multiples. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison.
Retour au pays de l'ex-président Abdoulaye Wade, violence durant la campagne, sérieux problèmes d'organisation, notamment de fabrication de cartes d'identité qui permettent de voter. Ce scrutin prévu demain 30 juillet a cristallisé donc les tensions au sein de la classe politique. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.